à la cantorade. Venez avec nous sur Radio Laser prendre de la hauteur et du recul sur les interrogations multiples que nous et vous nous posons toutes et tous. Critiquons, proposons, réfléchissons dans l'humour et le respect. Explorez pendant un mois, chaque semaine, un sujet pertinent avec toujours un invité expert. Le 16 juin dernier, à Romilly, se sont tenues des retrouvailles très particulières. Alain Adam, né Alain Abramovici, est revenu dans la commune pour la première fois depuis 80 ans. Le jour de ses 85 ans, il a retrouvé la famille Simon, les descendants de la femme qui l'avait cachée et élevée pendant la Seconde Guerre mondiale, sa maman Simon, comme il l'appelle. Et ce sont des retrouvailles qui ont été rendues possibles grâce à l'association Amparo, les Amis du patrimoine de Romilly. Pendant l'occupation, des milliers d'enfants juifs ont vécu dans la clandestinité. Ils ont été séparés de leurs parents pour échapper à la déportation et à l'extermination. Et c'est Bernard Sailhac qui devait mener cet entretien ce matin. C'est un sujet qui lui tient particulièrement à cœur et il a travaillé en profondeur dessus. Malheureusement, il n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. C'est donc moi qui prends le relais et il sera ravi, j'en suis sûre, de recevoir notre invité une prochaine fois. Et justement, notre invité, eh bien, c'est Jean-Yves Leclerc, vice-président de l'association Amparo, qui nous rejoint aujourd'hui pour nous raconter un peu ce moment hors du commun. Bonjour Jean-Yves. Oui, bonjour. Alors, est-ce que pour commencer, on pourrait déjà un peu parler de l'association Amparo? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu? Bien sûr. Donc les Amis du patrimoine de Romilly, ou de façon plus sibylline Amparo, existe depuis une vingtaine d'années et rassemble une vingtaine, un peu plus d'adhérents qui ont décidé de s'intéresser à l'histoire et au patrimoine de Romilly sous toutes ses formes. Et puis, notre action consiste à écrire notamment des articles pour le bulletin municipal, mais également des brochures, faire des expositions. Et puis, depuis quelques années, nous nous sommes lancés dans l'écriture d'ouvrages, avec un premier ouvrage sur l'histoire de la commune pendant la Première Guerre mondiale, remis entre 1914 et 1918. Nous avons eu un relatif succès avec la vente de plus de 600 ou 700 ouvrages, ce qui nous a motivé pour en faire un deuxième. Et donc nous avons écrit Romilly entre les deux guerres, qui s'est vendu de la même façon, ou diffusé de la même façon. Et l'ensemble des collègues qui ont participé ont souhaité enchaîner sur un troisième ouvrage en cours de rédaction qui, évidemment, dans le sens logique et chronologique, va s'intéresser à l'histoire de Romilly pendant la Seconde Guerre mondiale. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, donc à Romilly, il s'est passé pas mal de choses, notamment pour Alain Adam, dont on a parlé tout à l'heure en introduction. Vous étiez là pendant ces retrouvailles? Alors, donc, si je peux revenir un peu sur la genèse un peu de l'histoire, moi j'ai décidé de m'intéresser effectivement à l'histoire d'un médecin qui s'appelle Arthur Abramovici, qui est venu s'installer dans la commune en 1932. Et Arthur Abramovici a laissé une trace dans la mémoire des anciens, puisque certains collègues de l'association ont collecté des témoignages. Et plusieurs sont revenus, des gens qui ont 90 ans maintenant ou plus, et ces gens-là, qui étaient enfants pendant la Seconde Guerre mondiale, ou ont entendu leurs parents parler du docteur Abramovici. Et ce docteur, pour avoir regardé un petit peu plus près ce que je pouvais trouver comme information, j'ai lu qu'il venait de Roumanie, et moi j'ai été interpellé en me demandant ce qu'un médecin juif de Roumanie pouvait venir faire en fait dans une commune bretonne un peu perdue à plus de 2500 km de chez lui. Je voulais connaître un petit peu sa trajectoire. Et donc à partir de là, j'ai commencé à faire des recherches un peu plus approfondies et j'ai retrouvé que ce médecin avait fait une demande de naturalisation pour devenir français en 1936, et j'ai consulté ce dossier aux Archives nationales à Pierrefitte-sur-Seine, en région parisienne, et à partir de la consultation de ce dossier, j'ai trouvé plein d'éléments biographiques donc sur Arthur Abramovici. On savait qu'il avait eu donc il s'était marié en 1930 avec une femme qui s'appelle Liberty Elbim, qui était originaire de la même ville que lui en Roumanie, Botoșani.
Et ils ont eu une fille en juillet 1932, donc l'année où ils sont venus s'installer à Romilly. Le docteur Abramovici est arrivé en mars. Donc sa femme et sa fille ont dû rester encore un petit peu à Paris, donc où il a eu son diplôme de médecin la même année. Et ils ont dû arriver à la fin de l'été, au début de l'automne, à Romilly, et ont donc vécu dans la commune pendant une dizaine d'années. Le docteur Abramovici était au service de la population et était très apprécié. La guerre est arrivée, il a décidé de s'engager pour suivre une période de formation dans l'armée au 41e régiment d'infanterie de Rennes. Et puis, il a été mobilisé en 1940, en 1939, et a été fait prisonnier avec son régiment. Et il s'est illustré par le soin qu'il a pu donner aux blessés, et a été libéré en septembre 1940. Et son épouse, très heureuse de le voir revenir, a décidé de faire un autre enfant. Et donc Alain, donc Abramovici, est né en juin 1941. Et malheureusement, Liberty était une femme qui risquait sa vie si elle avait un deuxième enfant, ce que son mari de médecin lui avait dit. Et c'est ce qui est arrivé puisqu'elle est décédée d'une embolie 2 jours après la naissance de son fils. Et donc, Arthur Abramovici s'est retrouvé avec 2 enfants en juin 41, veuf, et extrêmement malheureux de la perte de son épouse. Donc, il a essayé de survivre à tout ça. Mais les persécutions nazies, le sentiment qu'il allait peut-être être raflé avec ses enfants l'ont poussé au pire, puisque il s'est suicidé en avril 1943 en se noyant dans un étang de la commune, et après avoir mis ses enfants à l'abri dans des familles amies, c'est-à-dire Alain, son tout jeune fils, chez sa mère nourricière, sa nourrice, Madame Simon, à Romilly, et puis Monique, sa fille un peu plus âgée, qui avait 9 à 10 ans, chez des hôteliers à Rennes, la famille Grasset. Et c'est ainsi que les enfants ont perdu leurs parents, mais ont été sauvés par ces 2 familles qui les ont hébergés tout le reste de la guerre, et notamment Monique chez les Grasset, puisque les Grasset tenaient un hôtel à Rennes qui s'appelait le Central, rue d'Anjulnet, à côté des quais, dans lequel logeaient des officiers allemands. Et cette petite fille était là, née à la barbe des Allemands, au quotidien dans l'hôtel. Et puis Alain, lui, beaucoup plus petit, chez sa nourrice, avec les enfants de la nourrice. Et donc ensuite, leur oncle, le père, le frère de leur père, est venu en 1948 les chercher. Il les a enlevés un peu de façon un peu brutale aux familles qui les avaient recueillis. Et puis il les a emmenés à Paris. Et puis ensuite il les a mis en pension dans des institutions en Angleterre pour Alain, et puis aux États-Unis pour Monique. Et à partir de là, les liens se sont distendus avec les familles d'accueil. Et voilà. Et puis, le lien a été perdu, quoi. Le lien était quasiment perdu. Alors, ils ont perduré un petit peu, mais les enfants étaient très jeunes et ils sont partis très loin, et donc les liens ont été perdus. Et puis donc, en s'intéressant à cette histoire, en retraçant le parcours du docteur Abramovici, je me suis dit, est-ce que les enfants sont toujours vivants? Ils avaient 84 et 93 ans au moment du début d'année, là, quand je faisais mes recherches. Et grâce à l'intelligence artificielle, j'ai retrouvé Alain Abramovici. Alors je savais qu'il s'appelait Adam, parce que en consultant son
son état civil, j'ai vu que en marge, il avait été adopté par son oncle et qu'il avait donc changé de nom et puis qu'il s'était marié, qu'il avait vécu aux États-Unis et en Angleterre. Donc, en demandant à l'intelligence artificielle si je pouvais retrouver un Alain Adam né en juin 1941 en France, est-ce qu'il y avait une trace sur Internet de Alain Adam. Et c'est de cette façon, en discutant avec l'intelligence artificielle, que elle m'a proposé de contacter une personne qui était directeur d'une fondation pour la recherche de fonds en Roumanie et qui était bien né en juin 1941. Et c'est en contactant cette fondation que ils m'ont donné, qu'ils ont donné aussi à Alain Adam mon contact. Et puis donc le 7 avril dernier, je crois que c'est lui qui m'a appelé. Et là, il y a eu pas mal d'émotions parce que on s'attendait ni l'un ni l'autre vraiment à ces retrouvailles et à faire connaissance, parce qu'on s'était jamais vu, évidemment. Et donc, il m'a demandé si je faisais des recherches sur sa famille et qu'il était Alain Adam. Moi, je lui ai demandé s'il s'appelait bien Alain Abramovici de naissance. Il m'a dit oui. Et donc, je savais que j'avais retrouvé la personne que je cherchais. Et lui, de son côté, il était aussi à la recherche, donc il recherchait aussi des informations ou pas du tout? Non, pas du tout. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a 85 ans, qui a été adopté donc par son oncle, qui connaissait l'histoire de sa famille par sa sœur, qui est toujours vivante et qui vit aux États-Unis, mais qui n'avait pas fait cette démarche de retrouver des parents qu'il n'avait jamais connus. Il les connaissait en photo, il connaissait leur histoire, mais il n'avait pas souhaité aller plus loin. Sa sœur avait voulu essayer de rendre hommage aux familles qui les avaient sauvés, et notamment elle, les Grasset, mais il a été assez compliqué alors elle a gardé quand même un contact avec un des enfants, mais la famille Simon avait totalement disparu, et la sœur Monique a voulu faire des démarches pour que ces gens soient reconnus juste auprès de Yad Vashem, l'organisme qui en Israël reconnaît les gens qui ont sauvé les enfants, mais les démarches ont été abandonnées parce qu'il fallait des documents ou des preuves qu'ils n'avaient pas et qui paraissaient compliquées à rassembler. Moi, j'aimerais bien qu'on revienne un peu donc sur le vécu des enfants et des accueillants donc pendant la Seconde Guerre mondiale. Concrètement, comment ça s'est passé? Est-ce que les personnes qui les accueillaient, donc en l'occurrence Madame Simon et les Grasset, ils risquaient vraiment leur vie en fait en les cachant? Alors ils risquaient évidemment, leur vie. En tout cas, ils risquaient d'avoir des problèmes. Mais dans la démarche qu'a fait le docteur Abramovici, c'était quelque chose d'assez réfléchi, puisqu'il s'est dit que lui, en disparaissant, il faisait aussi en quelque sorte disparaître, ou il anonymisait ses enfants, parce qu'il savait très bien que les Allemands n'allaient pas insister pour retrouver des enfants qui étaient maintenant en pleine nature et qui n'allaient pas forcément retrouver parce qu'il n'y avait aucun lien, sinon des liens d'amitié entre lui et puis les familles. En fait, la famille Grasset, il a rencontré pendant son activité militaire Paul Grasset, qui était le fils des hôteliers. Il s'est lié d'amitié. Et c'est pour ça qu'il a demandé à cette famille d'héberger sa fille. Et puis la famille Simon, Madame Simon, c'était une sage-femme avec qui il travaillait un petit peu à Romilly et à qui élevait aussi des enfants. Et il a confié son fils le plus jeune à cette dame qui l'a élevé pendant 7 ans sans discontinuer. Et Monique, donc la sœur, a écrit sa biographie et elle écrit que quelquefois les Allemands qui étaient à l'hôtel lui posaient des questions pour savoir, parce qu'évidemment elle ressemblait pas forcément tout à fait à la famille, et donc elle était présentée comme une nièce lointaine qui était hébergée là.
et les Allemands lui posaient quelques questions, et effectivement, s'ils avaient creusé un petit peu, ils auraient pu trouver et comprendre qu'elle était hébergée là malgré les lois raciales. Et c'était la même chose pour les Simon, puisque Alain était présenté comme le fils naturel d'une des filles, de la fille aînée de Madame Simon, qui devait avoir 18 ou 19 ans. Donc oui, bien sûr, il risquait quelque chose si les enfants avaient été découverts. Et alors les retrouvailles, comment ça s'est passé? Donc vous avez aussi contacté la famille de Madame Simon pour voilà, les informer? Oui, puisque Alain m'a dit que lui, sa quête, c'était plutôt de retrouver sa famille naturelle, ceux qu'il avait connus quand il était tout jeune, c'est-à-dire Madame Simon et puis ses enfants, René, André, un fils, René, une fille, et Odette. Et mais lui, il les avait jamais revus. Et voilà, il ne savait pas ce qu'ils étaient devenus ou pas. Donc, je me suis mis en quête de chercher la famille Simon, que j'ai retrouvée sur Internet par le biais de sites généalogiques. J'ai pu contacter Soisic Miel, qui est une petite fille, qui est la fille d'Odette, donc une petite fille de Madame Simon. Et c'est ainsi qu'on a pu rentrer en contact. Et j'ai mis en contact, évidemment, Madame Miel et Alain. Donc là, ça a été relativement fort en émotion parce que ils pensaient pas se retrouver. Et donc, on a décidé d'organiser à Romilly le 16 juin, le jour du 85e anniversaire d'Alain Adam, des retrouvailles avec les 3 petits-enfants de Madame Simon et puis Moussia Grasset, qui était la belle-fille des hôteliers, pour essayer de renouer les liens et puis présenter cette histoire qui est quand même assez extraordinaire parce que plus personne, très peu de gens la connaissaient à Romilly. Et ces petits-enfants, ils étaient au courant quand même que cette histoire existait ou pas du tout? Ils savaient que oui, leur grand... sûr. Ok, oui, d'accord. Oui, parce qu'en fait, c'était resté un traumatisme pour leur grand-mère, puisque ce petit qu'elle avait élevé et qui était resté avec elle plus longtemps que ses autres enfants qu'elle avait nourris, puisqu'elle l'a élevé de ses zéros, enfin des jours, quelques jours après qu'il soit né, jusqu'à 7 ans. Et donc, le jour où il est parti ex abrupto, emmené par son oncle à Paris, il n'y a quasiment plus de nouvelles et c'est resté quand même un traumatisme pour cette dame, de même que pour ses enfants qui l'ont connu comme petit frère pendant 7 ans. Et c'était un sujet qui était discuté dans la famille, et en se disant qu'est-ce que a bien pu devenir Alain, comment on pourrait le retrouver, et les filles, c'est-à-dire les mères des personnes qui sont venues à Romilly, parlaient souvent de Alain, et en se disant que ça aurait été extraordinaire de le retrouver, mais n'ont jamais eu la chance ou fait les démarches pour, et sans évidemment se servir de l'intelligence artificielle, sachant que ces dames sont décédées il y a quelques années sans jamais avoir revu Alain. Donc c'est la génération d'après qui elle n'avait jamais connu Alain, mais qui en avait entendu parler dans la bouche de leurs parents, qui ont pu faire cette rencontre. C'est une très belle histoire. Et vous, à titre personnel, je suppose que vous avez dû être ému aussi de vous dire que voilà, c'est en partie aussi grâce à vous que tous ces gens se sont retrouvés. Oui, bien sûr. Effectivement, c'est pour ça que on fait un petit peu des recherches, pour vivre des moments comme ça. Le fait que on puisse finalement dans des documents, des dossiers administratifs, retracer la vie des gens, et puis cette vie, elle correspond à une réalité, et cette réalité, la vivre en renouant ces liens, en faisant rencontrer ces gens, c'est la finalité un petit peu de toute cette histoire. Et puis c'est ça qui fait la beauté des recherches, et de se dire que on
on a l'occasion de vivre ce type de moment. Oui, c'était extraordinaire. Il y a une semaine, on a l'impression que c'était toute la commune de Romilly qui accueillait à nouveau un de ses enfants, et puis qui rendait hommage aussi à son père, qui avait été une personnalité qui avait été appréciée et puis reconnue pendant une dizaine d'années, et dont le sort avait été lié à la Seconde Guerre mondiale et à l'injustice de la naissance et d'être juif. C'est un petit peu un travail d'enquêteur, en fait, quelque part. Oui, tout à fait. C'est un travail effectivement d'enquête, et c'est ça qui est passionnant. Et je pense que tous les gens qui font de l'histoire en amateur, ou même de la généalogie, peuvent ressentir cette émotion quand ils retrouvent la trace d'un parent, même si évidemment moi ce n'était pas mes parents, mais le fait de retrouver la trace d'Alain, de dire que quand j'ai su qu'il était toujours vivant et quand on a pu se parler, oui, c'était extraordinaire, parce que moi je vivais avec sa famille dans les papiers depuis quelques semaines ou quelques mois, et puis en fait moi j'avais une petite attention sur le fait que je me disais que je n'allais pas retrouver d'images. C'est-à-dire que je connaissais le docteur Abramovici et tout ce qu'il avait fait, mais il n'y avait aucune photo dans les dossiers. Et ça me traumatisait un petit peu, en tout cas, ça m'embêtait de ne pas mettre d'images sur ces visages, Arthur, Liberté, les enfants. C'était vraiment un peu frustrant. Et le fait de retrouver Alain, lui avait plusieurs photos de ses parents, de sa famille, des enfants petits. Et là, vraiment, tout de suite, vous avez une personnalisation et vous remettez en perspective tout ce que vous avez trouvé ou tout ce que vous avez cherché. Oui, vous viviez vraiment à fond aussi avec eux, en fait. Est-ce que c'est un peu comme quand on fait une enquête, on est plongé dedans? Est-ce que vous aviez aussi du mal un peu à vous sortir de tout ça? Du mal, j'ai un certain âge, donc j'ai un peu plus de recul qu'avant. Mais effectivement, c'est quelque chose de très très prenant, du fait que effectivement, quand on commence à chercher et qu'on démêle un petit peu les chevaux et qu'on tire des fils, on a toujours envie d'aller plus loin, et on se dit on peut toujours trouver mieux, on peut toujours trouver plus. Forcément, ça demande du temps, mais c'est ça qui motive, qui fait la quête. Et c'est vrai que pendant ces dernières semaines, c'est quelque chose auquel je pensais quasiment, peut-être pas tous les jours, mais pas loin en tout cas, en me disant qu'est-ce que j'ai pas lu, qu'est-ce que j'ai pas vu, où est-ce que je pourrais aller chercher, comment je pourrais faire. Et puis, c'est en discutant, en présentant un peu l'histoire à ma fille, à une de mes filles, qu'elle m'a dit, mais parce que j'étais bloqué, et elle me dit, mais pourquoi tu interroges pas l'intelligence artificielle? Peut-être que ça te permettra d'une façon ou d'une autre de retrouver une trace, parce que tu cherches des gens qui ne sont pas forcément en France, chercher sur le web, et en anglais, ça va pas forcément être simple. Essaye de voir avec l'intelligence artificielle. Et effectivement, si on dit beaucoup de mal de l'intelligence artificielle pour pas mal de raisons, je sais que sans cette possibilité, je n'aurais jamais retrouvé Alain Adam. C'est une très belle histoire en tout cas. Je vous remercie beaucoup, Jean-Yves. Et puis, je rappelle qu'on a donc travaillé avec Bernard Saillag, qui aurait vraiment beaucoup aimé mener cette interview, qui vous réinvitera peut-être pour une autre occasion pour en reparler. Oui, ça rentre dans toutes les perspectives des enfants cachés en fait pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a de nombreuses histoires comme celle-là, et je pense que effectivement on pourrait faire un petit panorama de ces histoires, puisqu'il y a par exemple exactement la même histoire d'un médecin roumain qui vient de la même région que Arthur Abramovici et qui s'installe à Brasparts dans le Finistère, mais malheureusement lui et toute sa famille sont déportés et meurent dans un camp à Sobibor, contrairement à la famille du médecin de Romilly qui lui a sauvé ses enfants. Vous pourrez retrouver cette interview sur le site internet de Radio Laser, radiolaser.fr.